Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Les Boys du cinéma. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un très gros sujet à couvrir, les Gardiens de la Galaxie 3. Et je tiens à dire spoilers alert dans cette review-là. Donc, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, si vous n'avez pas regardé le film, veuillez quitter. Mais revenez après pour regarder les reviews de moi et de nos collaborateurs quand même. Ça a été un excellent film. Et de sitôt, on va passer directement dans l'analyse de nos collabos. Déjà, j'accueille Monsieur Andy Saucier avec nous. Andy, décris-moi les Gardiens de la Galaxie en un mot. Parfait. Pardon? Parfait. Parfait? Wow! OK. OK, j'aime ça. On va voir le prochain mot de notre autre collabo et habitué de la chaîne, Maxime Cyr. Comment ça va, mon homme? Yes, ça va vous-même? Ben oui, merci. Alors, Max, toi aussi, en un seul mot, décris-moi donc ton expérience devant les Gardiens de la Galaxie 3. J'ai-tu le droit d'utiliser n'importe quel mot? Oui. Calice! Je m'attendais tout à sauf ça, là. Alors, messieurs. Puis toi, Loric? Ouais, c'est toi? ça. Excellent. OK, Okay. parfait. Ça, je vais plus en simplicité. Mais, messieurs, toi, Andy, pourquoi ce gardien de la galaxie troisième du nom est parfait? Écoute, ça fait genre 1 minute 55 que le vidéo est commencé, puis je vais déjà drop la bombe. Pour moi, ce film-là est probablement dans les discussions du meilleur film du MCU. Wow! OK, en partant. En partant, je lance direct ça tout de suite. Puis selon moi, ce film-là confirme que c'est probablement la meilleure trilogie du MCU. Quand tu penses à une trilogie, tu penses qu'il y a une fin après, tu sais. Puis c'est la meilleure conclusion des personnages. Fait que, tu sais, mettons, on pense, c'est là qui aurait pu être concurrentiel, peut-être, c'est Captain America. Mais Captain America, le troisième film, c'est Civil War. C'est pas nécessairement la fin d'une trilogie. C'est plus un Avenger qu'autre chose. Honnêtement, ce film-là, j'ai hâte d'en parler avec vous, les gars. J'ai de grosses impressions, là. T'as de grosses impressions. Hein? Pour toi, Max, pourquoi le film est un calice? Écoute, pour moi, c'est le film, je pense, qui m'a le plus affecté émotionnellement de toute ma vie. J'ai écouté des films qui m'ont choqué, j'ai écouté des films qui m'ont attristé, qui m'ont fait rire. Ce film-là t'a fait passer par une gamme d'émotions absolument fantastique. Dans l'espace de 0,5 secondes, tu pleures ta vie, puis après ça, tu ris. C'est pour moi du James Gunn à son meilleur. Oui. Puis après avoir écouté la première bande-annonce du film qui est sorti il y a quelques mois, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de... Ben, je m'attendais à ce genre de film-là, oui, parce que ça reste un gardien de la galaxie. Donc, on le sait qu'on va rire, on le sait qu'on va être affecté émotionnellement, qu'il va y avoir de la tristesse un peu, du développement de personnages. Mais tout faire ce qu'ils ont fait dans ce film-là, dans le temps qu'ils l'ont fait, alors que dans les derniers projets du MCU étaient beaucoup critiqués comme étant des films qui avaient des longueurs, qui avaient des éléments qui ne faisaient pas nécessairement de suite, qui n'avaient pas nécessairement rapport dans l'histoire. Chaque élément qui se produit dans ce film-là, pour moi, a sa place. Puis, il n'aurait pas pu être plus court, il n'aurait pas pu être plus long. Pour moi, c'était la longueur parfaite pour le film. Tous les éléments qui étaient dedans étaient pertinents, étaient importants et reviennent à un certain moment dans le film. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment. C'est une très belle manière pour James Gunn de finir sa carrière, on peut mettre en guillemets, de rien. Tout peut revenir aussi, là. Mais c'est une belle manière de finir son segment de carrière dans le MCU. Hein. C'était son dernier film avant d'aller, je pense, pour 4 ans, directeur du DCU, du côté de ça va être le Kevin Feige de Marvel. Ça promet, honnêtement, ça promet pour DC. S'il y a la liberté de faire ce qu'il fait avec les Gardiens de la Galaxie et avec, exemple, ce qu'il a fait avec aussi le deuxième Suicide Squad, la série Peacemaker sur HBO, s'il y a cette liberté-là de faire ce qu'il a envie de faire, ça peut être le sauveur du DCU, puis qui peut enfin créer une rivalité cinématographique digne de ce nom entre Marvel et DC. Puis genre, pour vrai, je suis vraiment, vraiment hype là, de voir ça. Là, puis, Mais pour en profiter d'être dans les 5 premières minutes encore,
Je tiens à dire que pour les parents qui comptent y aller avec des enfants, attention, il y a énormément, comme vous avez vu peut-être, de cruauté animale dans le Ouais. Donc, je tiens juste à noter que si vous comptez y aller avec vos enfants, ayez cet avertissement, au moins. Au moins, Oui. ce film-là, il est rough. Il est rough à certains moments. Il est difficile à regarder. Ouais. Ouais. C'est pas pour vous. Ben, moi, des fois, j'ai eu de la difficulté à regarder certains moments dans le film. Ah oui, c'est sûr qu'il y a eu des scènes difficiles. Puis je rejoins Max avec ce qu'il a dit. C'est moi aussi, de loin, le film qui est venu le plus me chercher. J'ai braillé une shot dans ce film-là. Ça n'a aucun sens. Puis tu sais, c'était pas. Tu sais, comme, mettons, le dernier film Marvel que j'avais eu des larmes, c'était Spider-Man. Tu sais, Spider-Man Far From Home, c'est ça? No Way Home. No Way Home. No Way Home. No Way Home, avec les 3 Spider-Man. Tu sais, c'était des larmes d'émotion, c'était de la nostalgie pis tout, mais ce film-là vient te chercher dans le plus profond de ton être. J'en ai pleuré une chose. Tu sais, c'était des. Tu sais, un sanglot, là, il est venu me chercher. Fait que c'est probablement pour ça que je le mets encore plus haut dans qu'est-ce que. Le film est déjà excellent, mais en plus qu'il apporte de l'émotion, puis toutes sortes d'émotions, il est haut dans mon classement. Puis moi, ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que c'est l'un des rares films Marvel à avoir été dans un côté plus dark aussi. Oui. Doctor Strange, peut-on compter ça, le 2? Là? Est-ce qu'on compte ça vraiment comme un côté dark? Ben, Moi, selon moi, non. Les Gardiens 3, par contre, amènent ça à un autre niveau. Ça rajoute de l'obscurité sur le film. Ça rajoute, je trouve, une plus grosse histoire, un plus gros suspense. Moi, j'aime ça, les films avec plus de noirceur dedans. Ouais. Donc, le fait d'avoir fait ça dans Les Gardiens, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été une réussite. Parce qu'il y a une manière de l'amener, puis ça a été très bien amené. Oui, surtout, puis les Gardiens, on les connaissait vraiment pour la comédie, surtout. Puis là, c'est complètement autre chose, puis ça fonctionne. Puis toi, Max, qui est quelqu'un qui aime ça regarder des films plus avec une plus grande noirceur, plus sombre, t'en as pensé quoi de ça? Ben, en fait, c'est que je pense que le dernier projet du MCU qui avait eu un peu d'éléments sombres / suspense dedans, c'était WandaVision. WandaVision s'enlignait pas pour être comme ça, puis finalement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis tout, puis c'est vraiment, tu sais, j'avais aimé WandaVision, entre autres, pour ça, puis j'en ai parlé quand on a parlé des séries du MCU aussi, là, dans le deuxième épisode, je pense, du podcast, en tout cas. Puis, moi, en fait, les animaux, ça me touche vraiment dans la vie. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup les animaux. Fait que de voir un film comme ça où centré autour de Rocket, qui est un personnage que j'ai tout le temps aimé, puis qu'au fil des films des Gardiens de la Galaxie, on voit qu'il y a une histoire problématique, mais qu'on ne la sait pas trop. Surtout, tu sais, ceux qui n'ont pas lu les comics, comme moi, tu sais, j'écoute les films, mais je ne lis pas vraiment les bandes dessinées. Fait que je m'attendais à quelque chose de sombre, mais à ce point-là, puis d'avoir un méchant aussi détestable que le High Evolutionary ou le Maître de l'évolution là, en français, c'était... tu sais, on s'attache à des méchants. Tu sais, on a aimé Thanos, on a aimé Eric Killmonger, entre autres, parce qu'il y avait des motifs intéressants. Lui, son motif, il est horrible. C'est d'être Dieu, c'est d'être le meilleur, c'est d'être supérieur à toutes les formes de vie supérieures. Ouais. Continue ton point, je vais répondre après. Je comprends le point de vouloir créer une espèce parfaite, puis un monde idéal, une utopie dans lequel tout le monde genre cohabite de manière... Son but, c'est ça. Mais quand il manque son coup, il détruit. Il ne tente pas de corriger, il efface, puis il recommence. Donc, il n'y a aucune considération pour autrui. Il ne pense qu'à lui, qu'à son projet à lui. Puis on le voit là, entre autres dans le film, je n'embarquerai pas tout de suite là-dedans parce que je pense qu'on va en faire un segment, mais les flashbacks dans le film qu'on voit qui sont, selon moi, la plus grosse partie du film, encore plus grosse que l'histoire du film en soi. Puis pour moi, c'est le lien entre le présent et le passé, l'introduction des nouveaux personnages et tout ça, ajouté au fait que c'est un film extrêmement sombre avec des moments tellement durs à regarder, tellement tristes. C'est vraiment, je le répète, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je regrette aucunement d'avoir été le voir. Puis, en tout cas, je vous en ferai part plus tantôt, mais il est vraiment là, haut placé dans ma liste. Non seulement du MCU, mais de films en général.
Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit dans le méchant qu'il se prend pour Dieu. C'est supposé être la personne qui connaît tout, le maître de l'évolution. De l'autre côté, tu as un Rocket, jeune Rocket. Là, on va embarquer un petit peu dans les flashbacks tout de suite, qui réussit à découvrir le problème du pourquoi ces évolutions ne marchaient pas et d'y régler en plus. Donc, ça fait une espèce supérieure au maître de l'évolution parce que lui, il ne voyait pas la solution. Donc, c'est pour ça qu'il veut aller chercher Rocket pour étudier son cerveau et peut-être même se l'implanter aussi, parce que ça démontre qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui, parce qu'un Rocket, comparé aux autres, c'est un inventeur. Il réussit à inventer des choses comparées aux autres essais. Je ne sais plus des noms des animaux avec qui il était dans la cage, mais en passant, le lapin qui est horrible. Le lapin, il est très dur à regarder. Pauvre lui. Ouais, c'est vrai, c'est probablement le plus dur à regarder, effectivement. Ouais. Aïe, ça, pour vrai, c'était quelque chose. Mais pour en revenir où est-ce que j'étais, le fait qu'il démontre Rocket, c'est pas la première fois qu'on le voit, qui est plus intelligent que le maître de l'évolution, ça rajoute quelque chose à l'histoire parce que là, on comprend les motifs du méchant pour aller le chercher. Et on comprend aussi pourquoi Rocket prenait de haut Tony Stark aussi dans les Avengers, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait vraiment un tour complet de l'histoire de Rocket. Mais là, on voit que probablement qu'il y aura un gardien de la galaxie 2.0 qui va. C'est vraiment cool, là, j'espère du moins. Là, j'ai comme. Je sais pas s'ils pourraient avoir un film sur ça, mais probablement qu'ils vont être dans des Avengers, puis peut-être dans des séries. Mais je sais pas, on dirait que j'ai de la misère à voir cette équipe-là en film. Moi, non, mais sans James Gunn, j'ai de la misère. Parce que ça va vraiment dénaturer les Gardiens de la Galaxie, je pense, avec un autre réalisateur que James Gunn. Puis pour moi, tu sais, c'est ça va de pair ensemble. Puis j'ai vraiment l'impression que si James Gunn n'est pas là, on risque de faire quelque chose qui semblait impossible, de flopper un film des Gardiens de la Galaxie, puis on veut pas ça. On veut finir une belle trilogie. Je pense qu'ils vont intégrer les personnages, moi aussi, éventuellement, dans Kang Dynasty, dans Secret Wars, puis qu'ils vont avoir un rôle important dans ces films-là. Mais un film singulier de ces gardiens-là, je ne sais pas si c'est une bonne idée, avec un autre réalisateur en plus. Ben aussi, sans Peter Quill, j'ai l'impression que c'est une autre chose aussi de ne pas avoir Star-Lord qui était un des personnages plus importants. Chacun a leur importance dans l'équipe, bien évidemment. Mais c'était le personnage principal. C'est ça, c'était le principal sujet, on pourrait dire, de l'équipe. Star-Lord, fait que le fait qu'il soit plus dans les Gardiens de la Galaxie, ça rendrait ça vraiment différent aussi. En fait, on apprend dans le film que c'est pas lui, c'est Rocket, mais bon, avec un des flashbacks, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais oui, tu sais, les deux premiers films des Gardiens de la Galaxie sont clairement orientés autour de Peter Quill. Puis c'est vraiment là, je pense que de la manière que James Gunn expliquait ça, c'était le premier film, c'était Peter qui apprend à vivre sans sa mère. Le deuxième, c'était Peter qui apprend à vivre avec son père. Puis finalement, il se rend compte que c'est un trou de cul. Puis, en fait, c'est une planète. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Puis le troisième film, c'est Peter qui apprend à vivre sans les gardiens. Et sans sa Gamora. Oui, aussi. Ça, c'est vraiment... Tu sais, on parle de No Way Home comme étant le film de Peter Parker. Je pense que Les Gardiens de la Galaxie, c'est le film où je pense que Peter Quill s'est le plus découvert en tant qu'être humain, dans le sens où il a failli perdre son meilleur ami, Rocket, dans le film. Il a failli laisser sa peau lui-même. Il a perdu Gamora. Il a perdu ses deux parents. Puis la seule chose qu'il sait, c'est qu'il y a une sœur maintenant qui est Mantis, puis que son grand-père est encore vivant sur la Terre, fort probablement. Puis c'est fou parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier film des Gardiens de la Galaxie, la première scène, c'est la mère de Peter qui est sur le point de mourir et son grand-père qui le sort, qui veut le ramener avec lui dans la pièce avec sa mère, puis qui veut essayer de le raisonner quand Peter est très jeune. Puis Peter, le souvenir qu'il a de ce moment-là, c'est que son grand-père l'avait poussé en dehors de la salle, ce qui est complètement faux. Ouais. C'est ça qu'il dit dans Les Gardiens. Mon grand-père, je ne me souviens pas, mais il n'a pas été correct avec moi. Puis finalement, son grand-père avait été super correct avec lui. Au contraire, il voulait même qu'il voie sa mère dans ses derniers instants. C'est ça.
Donc, le fait que ça boucle la boucle aussi, qu'il retourne voir son grand-père à la fin du film, c'est aussi une scène très touchante, là, très, très touchante de la fin du film. Non, j'ai vraiment... Pour vrai, la boucle a été bouclée pour tous ces personnages-là. Ça a tellement été bien fait, là. C'est pour ça aussi que je parle que c'est probablement la meilleure trilogie du MCU parce que tout est bouclé. Il n'y a pas d'histoire pas finie. Ouais, à moins qu'il y en ait une là, que j'oublie. La seule histoire que je verrais peut-être avoir une série sur Disney+, c'est Mantis. Ouais. C'est la seule. Ouais. C'est la seule. Ouais. Ouais, encore là, je pense pas que ça serait la série qui intéresserait le plus les gens. Non, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Mais entrons, Max, dans le sujet des flashbacks. Tu dis que les flashbacks sont plus importants que le film en général. Pourquoi? En fait, je pense que le film commence d'une manière assez brutale, qu'on voit Rocket dans sa cage, tout petit, tout bébé, puis une main qui s'en vient le chercher. Puis j'écoutais l'autre jour un vidéo d'un expert en comportement animalier qui a analysé le film. Je trouvais ça super intéressant. Okay. Puis il parlait du fait, mettons, que tout a été réfléchi dans ce film-là, puis tout a été genre concerté auprès de personnes experts dans les animaux parce que, mettons, le personnage de Rocket, il a les oreilles basses qui signifie qu'il est sur ses gardes, qu'il a peur. La main du maître de l'évolution arrive, la paume vers le haut, ce qui est une mauvaise manière de prendre des animaux. Ce serait mieux de le prendre la paume vers le bas pour le réconforter. Plein de choses comme ça, juste pour la première scène du film. Fait que ça, moi, j'avais trouvé ça super intéressant. Puis, ça flash forward tout de suite à Rocket qui est assis puis qui écoute la chanson Creep de Radiohead, qui est une chanson qui explique la vie d'un outsider, de quelqu'un qui ne fait pas partie de la normale des gens, qui est exclu de la société. Puis je pense que c'est extrêmement fort. Le choix de musique de James Gunn dans Les Gardiens de la Galaxie, ça rend les films meilleurs, même si c'est dur de les rendre meilleurs. Ouais. Je pourrais en parler de la musique pendant des heures et des heures. Mais je pense que pour moi, l'histoire du film, c'est on veut trouver un moyen de sauver Rocket. Puis dans les flashbacks, on découvre Rocket, c'est qui? Parce qu'on ne le connaissait pas. On voyait juste un raton laveur coquille, un peu frais, un peu arrogant, déplaisant, qui des fois pognait les nerfs, des petits moments de tendresse par-ci par-là, très protecteur envers ses amis. Puis on découvre dans ce film-là les raisons de tous ces traits de comportement-là. De tous ces traits de comportement-là. Pourquoi il est sur ses gardes, pourquoi il n'est pas capable de faire confiance à personne, etc. Puis pour moi, c'est plus important que l'histoire du film en général par le simple et unique principe que ces flashbacks-là, réécoutez les 2 premiers Gardiens de la Galaxie en sachant ce que vous savez de ce troisième-là, puis ça va changer votre vision du film à 100%. Ça va changer votre vision du personnage à 100% aussi. Puis pour moi, ça, c'est non négligeable là, dans un film comme ça. Non, c'est clair. Puis aussi, c'est sûr que vous avez vu ça passer là, quelque part, mais on voit Rocket dans plusieurs de ses films, il est comme un peu accro à des pièces détachées d'humains ou de robots, tout ça. Fait que là, à cette heure, on comprend pourquoi aussi. Oui, on comprend pourquoi. Puis aussi, le fait qu'il a réussi à faire un bras en nanotechnologie à Nebula. Aussi. C'est vrai. Un petit clin d'œil à Tony Stark, qu'on aime bien sur cette chaîne, évidemment, oui. Évidemment. Puis tu sais aussi, Rocket aussi, c'est ce qui m'a surpris, par exemple, je ne sais pas pour vous, là, mais je m'attendais à ce qu'il soit plus présent dans l'histoire principale, mettons, pas dans les flashbacks, là, mais il a été quand même longtemps là, sur la table là, de réanimation. Là. Il y avait 48 heures. Mais tu sais, je veux dire, dans tout le film, là, il était la moitié du film pas présent. Bon. Plus que la moitié. Plus que la moitié du film. Selon moi, là, un bon 3/4 du film où il fait partie de l'histoire, mais par flashback. Puis, c'est ça. Mais quand il revient, il revient. C'est incroyable. Là. Il revient, là. Genre, c'est incroyable. Est-ce que vous aviez peur que c'était la fin de Rocket? Ben, moi, je pense... tout le monde pensait ça, qu'il y avait au moins quelqu'un qui partait, là, qui allait être décédé. Là. Mais finalement, personne. Moi, là, il y a eu Rocket, après ça, il y a eu Peter Quill là, dans l'espace. Là, qui s'est fait... Drax, dans le film, à un moment donné, il se fait tirer aussi, puis c'est Groot qui se fait couper aussi par Adam Warlock en commençant. Groot, tu le sais qu'il va revenir parce qu'il est juste
C'était un peu drôle d'ailleurs, ça, quand il marchait comme un araignée. C'était comique en maudit. Ouais. Mais tu sais, Peter Quill, là, moi, j'étais comme, tu sais, ça sent la fin, c'est qui part. Fait que quand il y a eu Peter Quill dehors, dans l'espace, puis là, t'as vu sa face grossir, j'étais comme, ça y est, c'est lui. C'est lui, puis ça fait du sens parce qu'il y a eu plusieurs choses que l'acteur ne reviendrait pas, bref. Ça boucle la boucle, tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça serait un sacrifice digne, c'est le chef des gardiens, puis tout ça. Puis ils ont quand même, moi, ce que je trouve incroyable dans ce film-là, c'est qu'ils ont trouvé le moyen de ne pas tuer aucun des personnages principaux des Gardiens de la Galaxie. Ça reste que ce film-là. Hein? Mais t'as fait peur qu'il y en a un qui allait mourir. Ah, ben oui, mais aussi le fait que le film a été quand même extrêmement triste, puis a été tellement tough émotionnellement. Écoute, ce que je disais à ma copine, puis j'en parlais un peu à Andy hier aussi, mais c'est fou à quel point un raton laveur, une loutre, un lapin puis un morse animé m'ont fait vivre plus d'émotions que n'importe quel être humain dans l'histoire de l'humanité dans un film. C'est abusé, abusé pour vrai. Cette maudite loutre-là, là. En tout cas. C'était Lala, son nom, c'était tout ça? Ouais, Layla, ouais. Ouais, c'est pour vrai, ça, c'était un excellent... C'est un excellent personnage, je trouve. Il n'y a aucun défaut. Non. On n'en a pas. Tu sais, vu qu'on parle des défauts, est-ce que vous auriez un défaut à ce film-là? J'ai vraiment cherché puis je suis pas capable. Peut-être que je suis pas objectif parce qu'il est venu me chercher au plus profond de mon être, ce film-là. Ben, mais en fait, je trouve rien de... C'est ça. Moi, mon seul... Tu sais, c'est pas à cause du film. C'est vraiment pas la faute du film. Moi, j'écoute les films en version originale d'habitude. Puis là, ben, à cause des horaires contraignantes, tout ça, je l'écoute en français. Puis tu sais, je veux dire... Moi, mon défaut que j'ai trouvé, c'est qu'il y a certaines blagues qui ont été traduites. Puis, traduction ordinaire, genre. OK. Tu sais, il utilisait des mots un peu québécois, mais avec une langue un peu française, belle, qui me dérangeait, genre niaiseuse, conne, blablabla. C'est vrai, il y a eu niaiseuse, je m'en rappelle. Ça, j'ai un peu de misère avec ça. Mais pour le reste, je pense que chaque personnage a son moment de briller, que ce soit les gardiens ou que ce soit Kraglin, que ce soit Cosmo, le chien. Des personnages qu'on connaissait pas tant. Puis, ben, tu sais, Kraglin, on le connaît, mais on savait qu'elle allait avoir une certaine importance dans le film. Puis, tu sais, je dirais peut-être aussi un mini défaut. Il y avait certaines affaires qui étaient prévisibles. Certaines affaires. Moi, au moment où j'ai rencontré la Batch 89, je savais qu'elle allait toutes mourir. Au moment où... Ouais, j'étais sûr à 100%. C'était impossible que genre les amis de Rocket soient encore vivants. Genre, ça expliquait tellement trop comment ils étaient. Ok, c'est vrai que vous le Mais quand tu as parlé de la batch, excuse-moi, je pensais que tu parlais de celui qui était sur la planète. Là. Non, la batch 89, c'est les 4, là, ben, les 3 autres à part Rocket. Puis aussi, le running gag dans le film, qui est quand même un bon running gag, que Kraglin refuse de dire que Cosmo est un bon chien. Oui. Tu le sais qu'à la fin du film, il va le dire à un certain moment là, pour sauver la vie de qui que ce soit. Fait que, mais c'est pas vraiment un défaut parce que t'attends, veux pas le moment où ça va arriver. Puis, tu sais, je veux dire, autant pour la batch 89 que tu te dis, j'attends le moment où ils vont mourir pour voir comment Rocket va réagir puis à quel point ça va être important pour son personnage. Au point où, au même titre, l'affaire avec Cosmo, t'attends de voir à quel moment ça va arriver. Est-ce qu'elle va écraser le maître de l'évolution? Est-ce qu'elle va faire quelque chose avec ça? Qu'est-ce qu'elle va faire? Puis, non, tu sais, pour vrai, il n'y a pas vraiment de faille. Moi, je dirais, la petite faille dans mon cas, ça serait le fait que Quill décroche peut-être vraiment pas de Gamora. Genre, tu sais, il y a un bout. À un moment donné, genre, je trouvais ça, surtout dans le film où est-ce qu'il essaye de trouver l'archive de Rocket. À un moment donné, je trouvais que c'était un peu trop de tout le temps comme forcer après Gamora d'essayer de se faire souvenir. Je comprends l'histoire, je sais pourquoi il veut ça. Il était dans une énorme phase de déni. Hein? Ouais, c'est ça. Il était dans une énorme phase de déni. Ouais, il ne comprenait pas que c'était pas la même. Là. C'est ça, mais ce que j'ai pas aimé, c'est que il forçait trop à un moment donné. Dans cette partie-là du film,
je trouvais qu'il y avait un énorme forçage sur le fait de vraiment démontrer à tout le monde que Quill, il a pas lâché Gamora, qu'on le sait depuis le début du film, puis même depuis Avengers Endgame, qu'on sait que c'est pas même, puis qu'il décroche pas. On l'a vu aussi dans depuis. le spécial Noël, là, je sais pas si... Ouais, dans le spécial Noël, aussi, c'est vrai. Fait que ça, à un moment donné, comme, on a compris. Mais ça serait le seul défaut que j'aurais à donner du film, c'est vraiment dans cette scène-là. Mais je pense que ça, c'était pas nécessairement pour montrer un aspect de Peter Quill, mais c'est pour vraiment montrer que c'est pas la même Gamora. Là. Ouais. Aussi. C'est plus pour montrer Gamora que genre elle est plus une gardienne. Elle s'en fout, là. Elle s'en fout. Elle s'est rendue une ravageur, là, puis elle est heureuse là-bas, puis elle, on n'entendra plus parler, je pense. Là. Puis, shout-out dans cette même scène-là, au petit clin d'œil quand Peter Quill a dit qu'il s'appelait Patrick Swayze. Ouais, c'est vrai. Celle-là, je l'ai D'ailleurs, leur vaisseau a changé de nom là, dans tous les films pour prendre le nom de des personnalités connues. Je me souviens pas dans le premier film comment il s'appelait. Je sais que dans le deuxième, il s'appelait le Benatar pour Pat Benatar, la chanteuse. Puis dans ce film-là, il s'appelait le Bowie pour David Bowie. C'est des petits clins d'œil à la Peter Quill que j'aime bien, là, que James Gunn met dans ces films-là de manière subtile, mais c'est quand même très nice. Hein. C'est ça. Ouais, j'avoue, c'est quand même très nice. Toi, Andy, t'as vraiment pas trouvé un petit défaut dans le film? Je suis pas capable. J'ai passé un moment parfait. Tu sais, comme Max dit, la bande-annonce, tu t'attendais à ce que ça soit triste. Tu sais, je m'attendais à ce que Rocket soit pas alité autant. Fait que, tu sais, tout m'a surpris. C'est des grosses claques au visage. Ça me... Tu sais, tous les personnages, on l'a dit, là, c'est bouclé, là. Ils ont tous eu leur fin. Drax, tu sais, moi, tu sais, vous le savez, je suis un papa. Fait que quand que Drax se fait dire par Nebula, t'es pas Drax le destructeur, t'es Drax, t'es un père, là, je suis comme Non, ça a dû passer, hein? Ça a du bon sens. Tu sais, puis, tu sais, juste... tout est parfait. Puis la conclusion à la fin, là, où ce que tout le monde danse avec la musique, puis je suis pas capable. Ce film-là est trop venu me chercher, je pense. Mais tu sais, en plus, Drax, on oublie à quel point son histoire est tragique. Il a perdu sa fille aux mains de Thanos. Puis on n'en parle pas beaucoup parce que Drax, c'est un peu... Puis il l'adresse dans le film aussi. Puis que Drax, c'est comme le personnage un peu idiot, qui est toujours comme imbécile heureux, qui fait des jokes, qui comprend pas les affaires. Puis à un moment donné, Mantis, dans le film, elle se fâche, puis elle fait comme genre... C'est le seul de la gang qui s'aime vraiment. Là. Genre, c'est le seul de la gang qui care pour lui-même. Puis genre, arrêtez de l'envoyer chier. Il est important pour nous autres. Puis je pense que ça, c'est peut-être même James Gunn là, qui genre s'adresse aux spectateurs parce qu'il y a eu beaucoup de critiques apparemment dans les 2 premiers Gardiens sur le fait que le personnage de Drax, c'est un personnage sans nécessairement de profondeur autre que le fait d'être là pour être drôle. Puis, je pense que sans Drax, les Gardiens de la Galaxie ne sont pas les Gardiens de la Galaxie. Puis je pense que c'est le rôle de la vie de Dave Bautista aussi. Je pense qu'à la fin de sa carrière ou de sa vie, il va être reconnu dans le rôle de Drax plus que dans n'importe quel autre rôle. Puis c'est ça, j'embarque dans le train moi aussi. C'est vraiment là, c'est une conclusion absolument parfaite pour chaque gardien. C'est comme je vous dis, la raison pour laquelle je verrais une série sur Mantis, peut-être, c'est que Mantis, c'est la seule que son histoire ouvre des portes. Son histoire, c'est comme j'ai toujours essayé de tout faire pour Ego. J'ai toujours essayé de tout faire pour les gardiens. Maintenant, je veux me découvrir moi-même. Fait que c'est juste ça que je verrais possiblement. Ouais. Mais sinon, pour tous les autres personnages, la boucle est bouclée. Ça serait évidemment super de les revoir à un moment donné. Un petit clin d'œil, un petit caméo dans les prochains films. C'est sûr qu'on le souhaite quand même, veut pas, parce que c'est des personnages qu'on a aimés, c'est des personnages qui ont fait partie de beaucoup de gros films. Ouais. Puis il y a des scènes qui émanent des Gardiens de la Galaxie qui sont cultes au cinéma, là, entre autres. Moi, une de mes scènes préférées de tous les films du MCU, c'est la scène où Tony Stark, je crois que c'est dans Infinity War, Tony Stark, Spider-Man se ramassent dans un vaisseau puis ils se font attaquer par les gardiens. Puis qu'à un moment donné, Doctor Strange demande à Peter Quill quel maître sers-tu? Puis qu'il répond qu'est-ce que je dois répondre à ça? Jésus, genre.
C'est une de mes scènes préférées de tout le MCU. Puis, c'est incroyable. Puis je pense que c'est dans ce bout-là où c'est sur une autre planète. Il y a un moment donné, il y en a qui dit où est Gamora, qui est Gamora, puis là tu vois direct pourquoi est Gamora. Ça, c'est improvisé par Dave Bautista, ça a été confirmé par James Gunn. Imagine être sur le set du film, puis que juste genre le caméraman suit son monde, à un moment donné, il entend Dave Bautista parler, puis il fait comme OK, on va lui donner la parole, puis qu'il drop cette bombe-là. C'est ça, c'est formidable. C'est vrai que c'était bon. Mais j'en ai vu disant que c'était probablement le film le plus gore du MCU, avec probablement la scène la plus gore qui est quand Rocket attaque le maître de l'évolution à la fin et on voit sa face. Moi, j'étais comme, il va finir par arrêter, ils vont le faire. Hey, ça dure longtemps, là. Oui, puis c'est sans arrêt. Puis le cri avant est aussi pire, là. Ce cri-là vient te chercher, là. Oui, le cri était excellent. Puis ça se voit dans la face. Moi, c'est à quel point Disney ont été prêts à être gore puis à montrer la face du maître de l'évolution en chair avec des bouts d'os. C'est ça. Puis moi, cette scène-là me donne beaucoup d'espoir parce que moi, je faisais partie de ceux-là qui avaient peur que Disney soit peut-être un peu trop fanfaron, puis un peu trop en couleur. Ils ont été capables d'aller là. Ça me donne de l'espoir pour Deadpool 3. Oui. Deadpool 3 qui est R-rated dans les deux premiers films. Fait que voir ça avec les gardiens, je pense pas qu'ils vont dénaturer Deadpool. Puis ça, j'avais une petite inquiétude là-dessus. Ça m'a vraiment beaucoup rassuré là-dessus. Là, Puis je sais que c'était pas possible parce qu'on l'a vu dans Avengers, mais est-ce que vous avez eu un petit espoir qu'en arrachant la face du maître d'évolution, on tombait sur Red Skull? Ça aurait été un gros plot twist. Hey, moi, je m'attendais pas à ce que tu dises ça. J'ai pas de réponse pour toi. Mais non, moi non plus, honnêtement. Même si c'était impossible, est-ce que vous auriez aimé? Ça a été un gros reveal. Je pense que dans le cas où ça n'aurait pas été la fin d'une trilogie, puis possiblement un setup pour genre quelque chose d'autre, ou peut-être plus tôt dans l'MCU, j'aurais dit peut-être parce que Red Skull avait quand même une bonne importance. Honnêtement, je ne sais pas si ça m'aurait plus déçu. Je pense que oui, personnellement. Je pense que j'aurais été déçu. Je pense que le maître de l'évolution, en soi, c'est un personnage important. Puis je ne sais pas si vous avez lu là-dessus, mais ça a été confirmé par James Gunn qu'il n'est pas mort et que Drax ne l'aurait pas laissé mourir. Il aurait sauvé la vie du maître de l'évolution puis qu'il serait en ce moment en prison sur la planète Nowhere des Gardiens de la Galaxie, justement. Puis moi, je pense que l'importance de ce personnage-là pour démontrer la force de Kang le Conquérant va être primordiale. Je pense que moi, à un certain moment, dans un des prochains projets, je ne sais pas lequel, possiblement là, dans une scène d'après-crédit, Kang le Conquérant va arriver sur Nowhere, va débarquer dans la prison où le maître de l'évolution est et il va le détruire, mais facilement. Là. Genre, pour que les gens comprennent que genre, ce gars-là, il était tough pour les gardiens, il y avait une certaine force, il était capable de contrôler des planètes au complet, puis Kang le Conquérant va l'éclater. Genre, il va s'il arrive sur Nowhere et il fait ça, il tue les gardiens qui sont présents, là, il va tuer. Il tuera pas ça peut être fort probable aussi que dans la nouvelle gang des gardiens, il y en ait qui meurent. Là. Je veux dire, James Gunn nous a sauvés de perdre les gardiens partie 1. Je ne serais pas surpris de voir un Kraglin mourir. Je ne serais pas surpris de voir ça, moi, pas du tout. Là, non, puis qu'est-ce que tu dis là? Ça me fait penser à la scène, c'est-tu dans Infinity War ou dans Endgame, quand que le film commence, puis Thanos, il est dans le vaisseau avec... Infinity War. Il tue tout le monde, même Loki, qu'on pensait comme invincible, qui allait faire un tour de trouver un lapin dans son chapeau, puis finalement, il est vraiment décédé. Il a foutu une volée à Hulk. Ça se pourrait que dans un des prochains films, on voit ça avec l'équipe des gardiens. Ça se peut très possiblement. Là. Les gardiens sont là pour défendre, ils le disent, on défend les plus faibles, peuvent arriver sur une planète à un moment donné, puis Kang le Conquérant, il est là, puis bang, c'est réglé. Là. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Puis moi, je pense que dans les prochains projets Avengers, donc Kang Dynasty puis Secret Wars, on va en perdre beaucoup. Genre, je pense que les gants blancs, c'est fini là, pour ces gros projets-là.
On a vu les Avengers perdre dans Infinity War. On les a vus détruits dans Endgame, réussir à revenir éventuellement parce que ça reste du cinéma. Puis, on voulait qu'ils gagnent. Mais je pense que dans ces deux films-là, il va y avoir des pertes et pas de retour. Genre, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va peut-être voir d'autres versions de ces personnages-là, comme Gamora un peu, on voit actuellement, ou Loki dans la série Loki. Mais j'ai vraiment le feeling que c'est pas le dernier film du MCU qui nous fait pleurer comme ça. Puis j'ai vraiment hâte de voir là, vers quoi ça va tendre. Parlant de l'arbre, je reviens un petit peu sur les nouveaux personnages. Si on a parlé de Layla, on a parlé des personnages de la Batch 89, du Maître de l'Évolution. Mais j'aimerais qu'on parle d'Adam Warlock aussi. Ah, c'est ça qu'on allait lancer comme sujet en plus. Adam Warlock, qui est un personnage dans les bandes dessinées, qui est un genre de Jésus de l'espace. Il est vraiment genre, c'est le prince de l'espace. Il est surpuissant. Dans le film, ils l'ont présenté un peu comme un adolescent avec une mentalité adolescente qui aurait été sorti de son cocon trop rapidement. J'ai aimé l'explication parce que sur le début, quand je l'ai vu agir contre les gardiens, j'ai fait... Ouais, j'ai eu la même réaction. J'ai fait comme, il n'est pas parfait. Tu sais, c'était censé être l'être parfait, genre le Warlock, justement. Puis quand ils ont fait l'explication, j'ai fait comme, OK, genre, ça va. Puis plus le film avançait, plus j'aimais ce personnage-là. Puis, tu sais, la manière qu'il le présente au début du film, qui est juste en train de s'envoler vers le ciel tranquillement, pas vite, tu sais, puis je fais comme, mais où est-ce qu'ils s'en vont avec ça? Puis Will Poulter l'a joué de manière absolument exceptionnelle. C'est fou, J'ai adoré Adam Warlock dans ce film-là. Puis, tu sais, au début du film, je m'enlignais pour dire comme, hey, je pense que ça va être un point faible. Puis, tu sais, genre, vraiment, sa première scène, combat contre les gardiens hyper fort, sac une volée à Nebula, il y a des boîtes de A à Z. C'est lui qui cause le problème à Rocket aussi, tu sais. Mais la rédemption de ce personnage-là, quand il va sauver Peter dans l'espace puis qu'ils font la fameuse peinture en touchant le bout des doigts, là, la naissance d'Adam, j'ai regardé ma blonde dans le cinéma et j'ai fait, ils n'ont pas fait ça. C'est tellement con. Il n'y avait pas besoin de faire ça, mais c'était parfait. Adam Warlock, moi, personnellement, je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré. Puis j'espère qu'on va le voir éventuellement parce que je pense qu'il va maturer avec les nouveaux gardiens de la galaxie, justement, avec Rocket comme mentor. Puis je pense qu'il va devenir possiblement un des personnages les plus puissants là, du MCU. Puis tu sais, on parlait tantôt là, de prochains projets. Moi, où est-ce que je les vois, les gardiens, aussi, peut-être avant un Kang Dynasty, quelque chose, dans les Éternels. Ah, peut-être. C'est vraiment des personnages dans l'espace, peut-être dans un prochain Capitaine Marvel, je ne sais pas s'ils vont en avoir un après The Marvel, mais je les verrais là pour commencer, arriver sauver vers la fin, comme on connaît un peu. Là. Une scène d'après-crédit, quelque chose comme ça. Puis c'était quand même bon de voir Warlock, comme tu as dit, dans un sens adolescent, mais ça paraît que c'est pas le plus brillant non plus. Non, c'est ça. Non, il est simple. Le 3/4 du temps qui a été sur l'écran, c'est pour montrer qu'il est un petit peu imbécile. On va pas se le cacher. Mais oui, il y a une très belle arc de rédemption. C'est fou que pendant le film, à part vers la fin, quand il voit sa mère se faire tuer dans ces coins-là, les gardiens n'ont jamais eu une grosse haine envers Warlock. Non, malgré le fait qu'ils aient attaqué. C'est lui qui a causé le problème à Rocket. Ça m'a étonné qu'ils n'ont jamais voulu se battre contre Warlock. Ils ont vu le problème, ils ont dit on s'en va chercher dans les archives là-bas. C'est là qu'ils ont découvert le problème. Si elle reste une bonne manière. Mais le fait qu'il n'y a eu aucune haine envers Warlock, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Mais probablement parce que, premièrement, la priorité était Rocket. Oui. C'est le maître de l'évolution qui les ont créés, les autres. Oui, mais ça, les gardiens ne savent pas. Ils ne savaient pas, eux autres. Ils ne savaient pas que c'est... Ils l'ont peut-être découvert dans le film. Je pense que oui, à un certain moment. Là, dans les premières archives qu'ils ont trouvé que finalement, il n'y avait pas la réponse. Non, c'est ça. Okay. Mais ce serait l'explication que j'aurais pour qu'il n'ait pas essayé de trouver Warlock. Mais de toute façon, quand Warlock les a trouvés, ça n'a pas bien été. Moi, je courrais pas un gars de même. Oui, puis c'est ça. Puis tu sais,
ce que j'ai, c'est justement aussi, c'est l'aspect d'arc des gardiens de la galaxie un peu. Tu sais, à la fin du film, Rocket a la chance de tuer le maître de l'évolution. Il l'a à sa merci. Il pourrait juste le blaster, puis il fait juste comme non, je le tuerai pas parce que je suis un gardien de la galaxie, genre. Puis nous, c'est pas ça qu'on fait. On tire pas sur le monde. On tire pas sur le monde qui sont plus faibles. On tire pas sur le monde qui sont à terre. On les sauve. Puis je pense que c'est pas aussi l'histoire avec Warlock. C'est que Adam Warlock, ils l'ont vu fort au début. Après ça, toutes les fois qu'ils l'ont croisé, il était rendu faible, il était magané, il tombait dans le vaisseau, il n'y avait plus de jus. Il a vu sa mère mourir dans sa face. Je pense que la raison pour laquelle ils ne se sont pas attaqués à Adam Warlock nécessairement, c'est simplement pour dire c'est simplement pour faire comme les gardiens de la galaxie ne cherchent pas le trouble avec n'importe qui. Ils ne tuent pas pour le plaisir de tuer. Ils se battent quand ils ont besoin de se battre pour défendre les plus faibles. Puis à ce moment-là, Adam Warlock était faible. Puis c'est pourquoi, tu sais, à la fin, la scène où il demande à Drax, genre, pourquoi tu m'as sauvé la vie? Puis Drax, il dit, tu sais, tout le monde, je ne me souviens pas si c'est Drax, je pense que oui, ou Nebula, ou peu importe, mais qui dit, tout le monde a le droit à une deuxième chance. Puis que Adam Warlock se sert de cette deuxième chance-là pour sauver Peter Quill, pour moi, c'est une très... Incroyable. Tu sais, ça va être une conclusion au personnage, parce que je pense qu'il débute dans le MCU, c'est un bon début, là, un bon début de boucle pour lui. Oui. Sur ça, messieurs, je pense qu'on a parlé en long et en large des Gardiens de la Galaxie 3. Quelle est votre note d'appréciation pour ce film du MCU? Vas-y donc, Max. Écoute, j'avais pas prévu donner nécessairement de note au film. Pour moi, il n'existe pas de film parfait dans l'histoire de l'humanité. Non. Mais à date, dans tout le cinéma que j'ai écouté, à part peut-être Dr. Sleep, c'est le film qui se rapproche le plus de la perfection. Donc, je vais lui donner un 9.8. Vraiment bien senti. Je pense que c'est un film que les gens vont adorer. Puis c'est un film qui va traverser l'histoire du MCU comme étant un des meilleurs films jamais faits, même quand Kang Dynasty et tout ça vont être sortis. D'accord. Puis Max, je t'ai laissé aller parce que je me suis dit, je vais voir les autres. Peut-être que ma note est trop haute, mais j'avais la même note que toi en tête. Okay. Ce film-là est complètement monstrueux. C'est fou tout ce que ce film-là apporte pour le MCU. Puis la meilleure conclusion, selon moi, la meilleure trilogie. Fait que 9.8 aussi, c'est très... Ouais. On va être dans le même range. Moi, je vais avec un 9, tout simplement. C'est bon, c'est très bon quand même. C'est très bon, c'est très bon. Moi, des seules raisons pourquoi elle n'est pas autant haute, c'est le fait que, comme je dis tantôt, Peter Quill, il était un petit peu trop acharné à mon goût sur Gamora. Et peut-être le fait que le maître de l'évolution, on en a parlé un peu, mais c'était peut-être un méchant un petit peu trop classique, qui se laisse sa folie des grandeurs prendre le dessus sur lui. Il y a un motif de, oui, vouloir améliorer la société, tout ça, mais qui est en plan pas très bien exécuté. Fait que, tu sais, c'est un méchant qui avait un bon motif, comme, mettons, les Killmonger, les Thanos, en termes de plan d'exécution, bon, c'était pas fameux, mais qui était vraiment un petit peu plus classique, qui avait comme un moins bon QI que les Thanos, les Killmonger. Fait que pour voir même l'évolution, je trouvais ça un petit peu bizarre. Je pense que c'est la première fois que je suis vraiment en désaccord avec toi, Laurie. Ah oui? Vraiment. Comme, je comprends que je suis d'accord, par exemple, qu'il y a la philosophie du méchant classique, la folie des grandeurs, puis de la perfection, mais ce méchant-là est détestable du début à la fin. Là. Oui. Je pense que c'est le méchant que j'ai plus haï de tout le MCU à venir jusqu'à date. Là. Moi, en fait, c'est... Puis moi, tu sais, c'est ça. Moi, c'est en fait, c'est à quel point ce gars-là, il était fou. Genre, les scènes où, genre, il parle avec Rocket, puis qu'à un moment donné, genre, il se met à crier après, puis à un moment donné, ça ressemble comme, OK, non. Gelé, moi, en fait, c'est ça, c'est cette folie-là qui a fait que ma note est un peu plus haute versus... Mais tu sais, je peux comprendre des gens qui vont dire que la motivation, tu sais, puis qu'un méchant trop classique dans l'MCU, ça fait moins bien. Tu sais, on a vu plein de bons méchants. On a vu Bucky Barnes, tu sais, dans Winter Soldier, qui était absolument formidable. On a vu Thanos, on a vu Killmonger, tu sais, pour ne nommer que ceux-là. Puis je pense que, tu sais, oui, lui, il se met plus dans un arc de méchant classique qui est vraiment genre, je veux être le maître, je veux diriger. Puis
Mais moi, à quel point il a été bien interprété par l'acteur que Oui, je ne m'essaierais même pas de prononcer son nom. Et pour moi, c'est vraiment pour moi, c'est important dans le film. Puis en tout cas, mais tu sais, je comprends ton point, puis je ne suis pas contre le point, mais moi, ce méchant-là a fait monter ma note plus que baisse. OK, parfait. Ça, Andy, toi, tu m'as parlé d'un classement MCU pour le film. Ben, moi, je voulais savoir c'est où vous le mettez, ce film-là. Moi, honnêtement, avec la note, avec tout ce que ce film apporte, la meilleure conclusion, pour moi, c'est le meilleur film du MCU. Oh! Je pense qu'il dépasse Infinity War. Pour moi, Infinity War, qui était le meilleur, je pense vraiment que les Gardiens l'ont dépassé. Je suis même assez convaincu. Oh, wow. De mon point personnel, là, mais moi, j'irais peut-être top 5, top 3. Je suis quand même un grand amateur d'Infinity War et d'Endgame, qui sont quand même des points tournants, bien filmés, bien écrits. Solidement top 5. Top 3, ça serait à voir. Il y a des films, ça fait longtemps qu'ils sont loin dans ma tête. Ouais. Mais je te dirais solidement top 5. Dans ton cas, toi, mon Max? Moi, j'ai vraiment... Bon, mes deux films préférés du MCU avant d'écouter Les Gardiens de la Galaxie 3, c'était Captain America et le Soldat de l'hiver, Winter Soldier, qui était mon préféré, moi, vraiment. Là, pour moi, une des meilleures scènes de toute l'histoire du MCU, c'est quand que Steve Rogers se rend compte que le méchant, c'est Bucky Barnes. Il y a une profondeur, puis il y a une tristesse dans cette scène-là qui vient me chercher à toutes les fois. Puis après ça, j'avais Infinity War, Endgame pas loin, j'avais des films comme ça. Pour moi, Les Gardiens de la Galaxie, quand je suis sorti du cinéma, la première chose que j'ai dit à ma blonde, c'est selon moi, c'est le meilleur film du MCU. Genre, c'est la première chose que j'ai dit. Pour moi, actuellement, en termes de comment je me suis senti en sortant du film, comment j'en ai parlé, j'ai pleuré le lendemain matin de vu ce film-là. Parce que je pensais à des scènes du film, entre autres ma scène préférée qui m'a fait le plus pleurer avant de mourir quand il revoit ses amis. Oui, ça, j'ai pensé juste sur le point de mourir, puis qu'il y a comme une sérénité dans Rocket qui est prêt à partir, puis finalement, il y a un petit genre, oh, pas de suite, c'est pas ton heure, mon homme. Ouais. Puis genre, continue à faire ce que tu fais, puis c'est ton histoire à toi, mon homme, puis vis-la. C'est venu me chercher, là. Ça me faisait penser à la scène dans Deadpool 2 où Deadpool est sur le point d'aller voir sa blonde Vanessa, puis qui arrive la même affaire. Puis cette scène-là me fait broyer à toutes les fois que j'écoute ce maudit film-là. Puis pour moi, c'est ça. Puis pour moi, c'est le meilleur film du MCU. Très, très près de Winter Soldier, très, très près de Infinity War. Et les trois sont mutuellement échangeables, selon moi. Tu sais, à récence, avec l'effet de récence puis l'effet de primauté des écoutés et vice-versa. Mais en ce moment, dans ma tête, il est premier. Ouais. Wow. Donc, sur ce, messieurs, merci du podcast. Ça a été très, très, très intéressant, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous, les personnes qui nous regardent, mettre votre avis en commentaire. Ça fait un plaisir de les regarder et d'échanger avec vous. Avec le compte, bien sûr. N'hésitez pas à laisser un pouce aussi, à vous abonner. Il y a un petit bouton rouge juste en bas de la vidéo. Si vous s'abonnez, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche aussi. Ça fait énormément plaisir. Alors, mon nom personnel, Loïc Saveille, et celui de Andy Saucier et de Maxime C. On se revoit à la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut.